Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour 2 heures d'infos, d'explications, d'analyses et de témoignages. Au cœur de ces 2 heures, vos témoignages, vos réactions au 0826 300 300. Je vais revenir sur la mort de Vanessa, 14 ans. Romain, le meurtrier présumé, âgé de 31 ans, intérimaire travaillant dans le Marmandais, avait été condamné en 2006 pour agression sexuelle sur mineur. Il avait 15 ans à l'époque, il avait été condamné à de la prison, 15 jours avec sursis et avec mise à l'épreuve. Il n'était pas inscrit au fichier des délinquants sexuels. 16 ans plus tard, il est devenu un meurtrier présumé. Était-il possible de prévoir, de prévenir? Nous en parlerons dans un instant avec Emmanuelle Aziza, qui est avocate pénaliste. Le coût de l'énergie. Depuis 2 mois, nous répétons ici que c'est un sujet essentiel. Il l'est pour vous. Il l'est pour vous. Vos factures d'électricité, de gaz, de fioul, de granulés de bois s'envolent. Dites-nous, témoignez. Comment faites-vous? 0826 300 300. Vous êtes patron de PME, de TPE, même souci. Vous êtes maire, vous dirigez une collectivité locale, même souci. Vous dirigez une administration, même souci. Nous allons tous les jours vous écouter et expliquer pour comprendre. Je voudrais, une bonne fois pour toutes, comprendre pourquoi l'électricité et le gaz sont si chers en France. Entre 11h et 12h, débat autour des réseaux sociaux. 53 millions d'utilisateurs actifs en France, 4,5 milliards dans le monde. Twitter vacille. Peut-on vivre sans les réseaux sociaux? Est-il temps de réguler les réseaux sociaux? Est-il temps d'explorer de nouveaux modèles de réseaux sociaux? Comment les utilisez-vous? Est-ce votre principale source d'information? Les trouvez-vous fiables? Pouvez-vous vous en passer? Ces questions et beaucoup d'autres, allez-y témoigner. 0826 300 300. Et puis, entre midi et midi et demi, nous recevrons François Langlais, journaliste économique et essayiste, et qui publie Rien ne va, mais 3 points de suspension aux éditions Plomb. Le monde qui vient sera plus favorable à la France que celui qui se termine, explique-t-il. Pourquoi dit-il cela? Le protectionnisme américain menace l'Europe. Que faire? 367 milliards de dollars de subventions par le gouvernement américain pour les entreprises américaines. L'Europe doit réagir. Le protectionnisme, nous en parlerons aussi avec François Langlais. Il est 10h32 déjà, 10h32. Savoir et comprendre, donc, le meurtre de Vanessa. Le scénario cauchemardesque se précise dans le Lot-et-Garonne. Après la mort de cette collégienne de 14 ans vendredi, le suspect, 31 ans, est passé aux aveux en garde à vue. Félix Mathieu, il a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Oui, mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre sur mineur. En garde à vue, cet intérimaire habitant Marmande raconte avoir passé la matinée de vendredi à fumer du cannabis dans sa voiture près du collège Germillac à Tonins. Il remarque alors Vanessa qui marche sur le trottoir. Il la fait entrer de force dans son véhicule, puis se déplace à l'abri des regards pour la violer et l'étrangler avant de déposer le corps dans une maison abandonnée à une quinzaine de kilomètres de là, à Birac-sur-Trek. Dès le vendredi soir, les gendarmes viennent l'arrêter. Ils sont mis sur sa piste grâce aux caméras de vidéosurveillance. Sur ces indications, ils retrouvent le corps de la collégienne. Le suspect avait été condamné pour agression sexuelle sur mineur en 2006 alors qu'il avait 15 ans. 15 jours de prison avec sursis et mise à l'épreuve de 2 ans. À l'époque, il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions de nature sexuelle. Selon Sud-Ouest, il vivait à Marmande avec sa compagne, mère d'un enfant de 5 ans et avec un bébé qu'ils venaient d'avoir ensemble. La question que beaucoup se posent, était-il possible de prévoir ou de prévenir? Maître Emmanuelle Aziza, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes avocate pénaliste. Alors je regarde le cas de cet homme de 31 ans, je dis bien 31 ans, en 2006. Il y a donc 16 ans de cela, il avait été poursuivi, il avait 15 ans pour une agression sexuelle sur mineur. Il avait été condamné à l'époque à 15 jours de prison. Cette peine avait été intégralement assortie d'un sursis, donc 15 jours avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans. Il n'était pas astreint à une mesure de contrôle, n'était pas inscrit au fichier des délinquants sexuels et n'avait pas fait parler de lui depuis 2011. Emmanuelle Aziza, était-il possible de prévoir? Eh ben non, écoutez, la réponse c'est bien évidemment non, parce que comme vous l'avez rappelé,
Les faits se sont passés il y a plus de 15 ans. À l'époque, effectivement, de ce qu'on sait de la presse, il a été condamné à une peine, et cette peine, effectivement, dans le cadre une mise à l'épreuve, dans le cadre d'un sursis probatoire, il avait des obligations, mais qui sont limitées dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que la justice pénale des mineurs, c'est une justice qui est allégée par rapport à celle des majeurs. C'était l'ordonnance de 1945 qui avait posé les grands principes de la justice pénale, notamment le fait qu'il y a une atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de leur âge, il y a une primauté de l'éducatif sur le répressif, et il y a une spécialisation des juridictions et des procédures. Donc le principe directeur, en réalité, c'est évidemment les mesures à vocation éducative plutôt que par une peine. Alors évidemment, les peines d'emprisonnement sont possibles pour les mineurs de plus de 13 ans, pour les infractions les plus graves, mais ce qu'on comprend en tout cas dans le dossier de cette personne, c'est qu'à l'époque, il n'a pas eu une peine extrêmement grave. On parle de 15 jours et d'un sursis probatoire. Donc rien ne pouvait présager 15 ans ou 16 ans après, d'abord qu'il recommence, et puis qu'ensuite qu'on puisse, au niveau de la justice, prévenir cette infraction. Et j'ai envie de vous dire que même au niveau des majeurs, de toute façon, quand on a une peine et qu'on la purge, après, effectivement, vous avez des mesures, mais ce ne sont pas des mesures qui sont illimitées dans le temps. Sinon, là, on sort de l'état de droit, et le principe de l'amendement et, j'allais dire, un peu du droit à l'oubli, aucune vocation dans notre droit. Oui. Mise à l'épreuve pendant une durée de 2 années. À l'époque, il avait été condamné donc à 15 jours avec sursis et mise à l'épreuve. Ça veut dire quoi, mise à l'épreuve pendant une durée de 2 années? Expliquez-nous, maître. Alors, la mise à l'épreuve, en réalité, c'est le juge décide que pendant 2 ans, la personne va être suivie par des éducateurs, et vous avez plusieurs obligations. Et ça, il n'y a que le juge qui peut évidemment donner ces obligations. Alors, je vous en donne quelques-unes, mais ça peut être, je ne sais pas, l'obligation par exemple de remettre des objets, l'interdiction d'entrer en contact avec des victimes, une obligation d'un suivi psychologique, une obligation de soins. Alors on ne sait pas en l'état, parce que bon, on n'a pas toute connaissance du casier judiciaire de ce monsieur, mais on ne sait pas en réalité quelles étaient les obligations que le juge avait prononcées à l'époque à l'encontre de cette personne. Mais en tout cas, il aurait pu, bien évidemment, donner une obligation de soins à cette personne pour qu'il y ait un suivi, et pour que ce mineur, parce qu'il faut rappeler qu'il était mineur à l'époque des faits, puisse comprendre pourquoi il a fait une agression sexuelle et quels sont surtout aussi les effets sur une victime. Oui, pendant 16 ans, il n'a plus fait parler de lui. Eh bien oui, pendant 16 ans, il a plus fait parler de lui. Puis on a vu aux infos qu'il s'agissait d'un père de famille qui venait d'avoir un enfant, qui était marié. Donc effectivement, rien ne présageait au niveau de la loi. Rien ne présageait, et au niveau de la loi, j'ai envie de vous dire que rien ne permettait surtout, parce que c'est ça le plus important, rien ne permettait de prévenir cette nouvelle infraction. Nous allons prendre Patrick qui réagit. Patrick est dans l'Ariège. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire Patrick? Disons que je suis de l'avis de l'avocate qui vient de parler, et je ne vois pas très bien comment on peut prévenir ce problème. Bon, notre justice, la justice n'est pas la vengeance. Oui. D'abord. Oui. Notre justice aussi est un petit peu marquée, je pense, de morale judéo-chrétienne. On espère toujours qu'il y ait un rachat, qu'il y ait une rédemption, même si je ne vois pas quel catharsis peut s'opérer en prison. Mais je vois pas très bien comment on peut faire. Le problème, c'est qu'on au-delà de la morale. Quand la peine est purgée, enfin bref, il y a quand même, quand il y a des problèmes de délits sexuels, c'est quand même lorsqu'ils sont libérés, c'est quand même quelque part un pari qui est pris, un pari qui ne recommence pas. Le problème, c'est que ce pari, on le prend sur le dos de la population. Et je pense que lorsque le pari ne marche pas, c'est là que ça devient insupportable. C'est un pari, maître Emmanuel Aziza, oui, mais c'est un pari, mais le droit à l'oubli, c'est fondamental. En réalité, c'est un pari sur l'avenir, mais c'est surtout le respect de notre état de droit. C'est-à-dire qu'une personne qui est mineure à 15 ans, et puis dans une période délicate, particulière, celle de l'adolescence, effectivement, on peut considérer qu'il ait commis une infraction durant sa minorité, et puis qu'après, avec le cadre du suivi, avec les obligations de soins, avec le fait qu'il y ait un suivi psychologique,
que la personne, effectivement, comprenne la réalité de ses actes, la violence sur la victime, et ne recommence pas. Et c'est tout l'intérêt de notre état de droit, c'est-à-dire d'encadrer, en tout cas en ce qui concerne les mineurs, d'encadrer la peine des mineurs, de les accompagner et d'espérer, a posteriori, qu'il n'y ait pas d'autres infractions qui soient commises. Oui, apparemment, aucun signe ne laissait présager un passage à l'acte. Apparemment, hein, Maître Aziza, il avait, comme vous l'avez dit, il travaillait, il venait d'avoir un bébé avec sa nouvelle compagne. Alors effectivement, d'un point de vue complètement extérieur, c'est vrai qu'on se dit que rien ne présageait, mais ça après, j'ai envie de vous dire que les infractions sexuelles, malheureusement, ça arrive souvent comme ça. Après, on peut essayer de prévoir quand la personne a été condamnée à plusieurs reprises, quand il y a de la récidive. Oui, effectivement, après, il y a des choses qui sont mises en place. Mais là, sur une personne qui a commis une agression sexuelle quand il était mineur et qui ne s'est plus fait connaître en réalité de la justice dans le cadre des agressions sexuelles pendant 16 ans, c'est impossible. Maître Aziza, j'ai une dernière question. Est-ce que les mineurs qui sont condamnés pour agression sexuelle, est-ce qu'on sait quel est le taux de récidive, ou est-ce qu'il y a des récidives souvent quand ils deviennent adultes, ou est-ce qu'on a... Oui, il y a des études là-dessus. Alors moi, j'ai pas les chiffres précis, mais effectivement, ça serait vous mentir de dire qu'il n'y a pas de récidive. Après, à quelle proportion, je ne sais pas. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que la justice des mineurs n'est pas la même que celle des majeurs, et que si effectivement il y a une récidive en cas de majorité, les peines sont beaucoup plus lourdes. Vous avez des inscriptions au FIJES qui peuvent être possibles d'ailleurs au moment de la minorité, mais il y a quand même des suivis qui sont un peu plus importants. Et effectivement, on sait qu'après, le casier judiciaire peut se remplir, et on sait à qui on a affaire quand on a plusieurs récidives en la matière. Mais une fois de plus, vous ne pouvez pas suivre quelqu'un pendant 15 ans, c'est pas possible. Non, c'est pas possible de suivre quelqu'un pendant 15 ans. Merci beaucoup, Maître Aziza, et merci à Patrick d'être intervenu au 0826 300 300, ça vous fait réagir. Je vais aborder dans quelques instants le coût de l'énergie. Parce que, rappelez-vous, dès le début de cette émission, je vous en parlais, je vous répétais que c'était un sujet essentiel. Il l'est pour vous. Vos factures d'électricité, de gaz, de fioul, de granulés de bois qui s'envolent. Vous êtes patron de PME, vous êtes maire, vous dirigez une collectivité, une administration. Vous avez les mêmes soucis, on va en parler dans un instant, et on en parlera tous les jours. Tiens, engageons-nous. On en parlera tous les jours pour essayer de trouver des solutions tous ensemble. Il est 10h. Puis vos témoignages sont très importants. 0826 300 300. 10h43 à Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Le coût de l'énergie, cela fait 2 mois que je répète que c'est un sujet essentiel. Il l'est pour vous. Les factures d'électricité et de gaz, mais pas que de gaz et d'électricité, de fioul, de granulés de bois qui s'envolent. Mais les patrons de PME et de TPE, dont on parle moins, ont des soucis, d'énormes soucis. Les maires, vous dirigez une collectivité territoriale, vous avez les mêmes soucis. Vous dirigez une administration, vous avez les mêmes soucis. Alors pour savoir où on en est, eh bien avec nous Fabien Chaunet, qui est consultant énergie, cofondateur de Direct Énergie et président de Fabelsi. Fabien Chaunet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin, je veux tout savoir. Alors, je regardais, tiens, le témoignage d'un patron fabricant de pizza à la frontière espagnole. Il a décidé de faire fabriquer ses pizzas en Espagne plutôt qu'en France, de les rapatrier, de les rapporter avec des camionnettes. Pourquoi ? Parce qu'il dit le prix d'électricité est moins cher en Espagne. Il est moins cher en Espagne aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que l'électricité est moins chère en Espagne ? Par exemple, c'est un exemple. Alors, je suis très surpris de ce que vous dites là, parce que en réalité, ce qui est vrai, c'est que le prix du marché gros en Espagne est plus faible qu'en France, parce qu'ils subventionnent les producteurs d'électricité à partir de gaz. Et comme les moyens de production d'électricité à partir de gaz sont les moyens dits marginaux, donc ceux qui font le prix gros, effectivement, comme ils subventionnent cette production-là, ils ont un prix de gros qui est plus faible. Mais ils ont un prix de détail qui est 2 fois plus élevé. Donc en réalité, quand vous êtes consommateur et que vous achetez sur le marché de détail, vous avez intérêt à consommer en France. Alors après, ça dépend de la taille du consommateur. Si vous êtes un petit consommateur, vous êtes très protégé, notamment par le bouclier tarifaire de l'État, mais également par le dispositif d'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc là, vous êtes très protégé et vous avez un prix qui est très compétitif en France quand vous êtes un petit consommateur. C'est un peu plus compliqué pour les gros consommateurs qui ont des aides un peu plus... alors, mais
diverses. Aujourd'hui, disons clairement les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, le prix d'électricité, on verra avec le gaz, est-ce qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité est moins cher en France qu'ailleurs en Europe ? Alors, encore une fois, je suis obligé de faire la différence entre le marché gros et le marché détail. Sur le marché détail, la réponse est oui, notamment pour les petits consommateurs. Donc, particuliers pour le particulier, aujourd'hui, le français paie son électricité moins cher qu'ailleurs en Europe. Ah bah c'est clair. Qu'un Belge, qu'un Italien, qu'un Espagnol, qu'un Allemand. Oui, c'est des rapports 2 à 3, c'est une évidence. Et d'ailleurs, grâce à ça, l'inflation en France est la plus basse d'Europe. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Bon, mais voilà. Déjà, il faut répéter cela parce que c'est important. Ah oui, c'est très important de savoir que grâce notamment à notre parc nucléaire, même s'il n'est pas en très bon état en ce moment, les Français payent moins cher. Maintenant, sur le marché de gros, là, effectivement, bizarrement, le prix du marché de gros français est l'un des plus chers d'Europe. Alors, comment Alors là, je comprends. Marché de gros, ça s'adresse à qui ? Alors, le marché de gros, c'est là où vous achetez les volumes d'énergie complémentaires, notamment à la production nucléaire, pour lesquels vous avez un accès direct auprès d'EDF. Oui, mais ça concerne qui ? Ça concerne les opérateurs, les fournisseurs, ceux qui achètent en gros pour vendre au détail, en plus de l'accès à l'énergie nucléaire. Bon. Le problème de ce marché de gros en France, c'est que si je compare avec l'Allemagne, par exemple, le marché de gros en France, il est à peu près à 400 € du mégawattheure, alors qu'en Allemagne, il est à peu près à 300 € du mégawattheure. Donc on voit que le marché allemand est 25% moins cher. D'ailleurs, si je me concentre sur les périodes les plus tendues de l'année, donc si je regarde le mois de janvier, parce que là c'était un prix pour le mois de l'année prochaine, toute l'année prochaine, sur le mois de janvier de l'année prochaine, sur les heures ouvrables, donc 8h, 20h, vous avez un marché de gros en France qui est à 1350 €. En Allemagne, il est à moins de 400 €. Donc là, c'est un rapport, il y a plus d'un rapport 3. Donc on voit que la différence, ce qui fait essentiellement la différence. Qui dépend du marché de gros en France ? Alors, tous les consommateurs pour leur approvisionnement complémentaire au nucléaire. Donc c'est le complément au nucléaire. C'est ce que vous achetez en complément. Vous savez qu'en France, on produit entre 60 et 70% d'énergie nucléaire, mais le complément, il faut l'acheter sur le marché de gros. Le produit, vous l'achetez sur le marché de gros. Donc le nucléaire fait un amortisseur de prix, donc grâce au nucléaire, on paye moins cher que les autres, mais quand même, la partie variable, on l'achète sur le marché de gros. Alors, Fabien Chaunet, donc le consommateur lambda paie son électricité moins cher. Le patron de PME, TPE, lui aussi paie son électricité moins cher ? Non. Alors aujourd'hui, le patron, lui, il est soumis au prix de marché, effectivement, donc il va payer très cher son électricité, mais après, il y a des aides qui sont mises en place par l'État. Non, mais aujourd'hui, il paie plus cher son électricité, très cher. Non, il bénéficie quand même de l'Arenh, il bénéficie quand même de l'accès régulier à l'énergie nucléaire, même s'il ne bénéficie pas du tarif réglementé. Il bénéficie de l'Arenh. Alors pourquoi est-ce que j'entends des patrons de PME, de TPE nous dire « je vois ma facture multipliée par 5 ou 10 ». Mais parce que malheureusement le parc nucléaire n'est pas en très bon état. Donc autrefois on avait 70% de nucléaire plus un complément de 30% qui n'était pas cher. Là on n'a plus que 50% de nucléaire dans la facture et les 50% restants ont été multipliés par 10. On n'est plus protégé par le nucléaire. Si, mais beaucoup moins. Voilà. Moins. On n'a que la moitié de la facture qui est protégée, alors qu'autrefois on avait 70% avec un prix du résidu qui n'était pas cher. Donc effectivement ils sont protégés, mais ils voient des augmentations de tarifs monumentales. C'est vrai. Monumentales. Oui, ça peut être dans les rapports 2, 3, 4, 5, ça arrive. Oui, ça arrive. Mais c'est pire à l'étranger. Il faut bien comprendre que c'est pire à l'étranger. C'est pire à l'étranger. Oui, absolument, parce qu'il n'y a pas la protection nucléaire. Oui. Ça veut dire qu'à l'étranger, un patron de PME allemand, par exemple, de TPE, va payer son électricité 5 ou 10 fois plus cher. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, en termes de compétitivité, les Français sont avantagés par rapport aux autres Européens. Les entreprises françaises sont avantagées par rapport aux autres Européens. Par contre, elles sont très défavorisées par rapport aux Asiatiques et aux Américains, qui eux ont D'où le risque de délocalisation. Absolument. Donc en fait, il faudrait aider les entreprises en fonction de leurs compétiteurs. Soit elles ont des compétiteurs intra-européens et elles n'ont pas forcément besoin d'aide outre mesure parce qu'elles sont plutôt déjà dans une situation favorable, notamment grâce au nucléaire. Par contre, si elles ont des compétiteurs outre l'Europe, donc notamment en Asie et en Amérique, là effectivement elles ont besoin d'aide, sinon on a des risques de désindustrialisation. C'est très intéressant. L'État qui sort le chéquier donc au coup par coup pour secourir par exemple, tiens on va prendre un exemple, Félix Mathieu, le ministère de l'Industrie annonce 15 millions d'euros de prêts pour Duralex. Oui, 15 millions pour aider la verrerie à passer l'hiver. La production de verre nécessite beaucoup de gaz et d'électricité. Alors, dès le mois de septembre, Duralex avait annoncé devoir mettre son four en veille durant minimum 4 mois à partir de novembre dans son usine historique, celle de La Chapelle Saint-Mémin dans le Loiret. Conséquence, l'ensemble des salariés placés en chômage partiel pour économiser de l'énergie et préserver les finances. Duralex continuait à vendre, mais grâce à ses stocks en fait. L'État sera
sera au rendez-vous pour accompagner Duralex, promet le ministre de l'Industrie en annonçant ce prêt de 15 millions d'euros. Roland Lescure qui doit effectuer un déplacement cet après-midi sur le site dans la banlieue d'Orléans. Duralex y emploie sur place 250 salariés. La célèbre verrerie créée en 1945 avait été rachetée in extremis en début d'année dernière par Pyrex, devenue la maison française du verre. Avant ça, Duralex avait été placé en redressement judiciaire durant quelques mois. Bien, c'est un exemple. Effectivement, l'État va au secours des PME et des TPE qui en ont besoin. Il va bien falloir s'occuper d'ailleurs des TPE qui sont les plus touchés aussi, qui n'ont pas de trésorerie, et les administrations aussi, et les collectivités. Vous savez ce que nous allons faire, Fabien Chaunet? Nous allons prendre des auditeurs en ligne. Tiens, Dominique, par exemple, qui nous appelle de Grande-Bretagne. Bonjour, Dominique. Bonjour, bonjour. Vous êtes à Oxford. En Angleterre, quelle est la situation? Le prix de l'électricité a doublé. On nous avait dit qu'à partir d'octobre, ça doublerait et que ça va quadrupler d'ici entre maintenant et juin. Ça va quadrupler? Est-ce qu'il y a des aides qui sont mises en place? Oui, mais alors il faut vraiment rentrer dans les critères. Faut vraiment être très très pauvre, quoi. Moi, oui. J'ai pas droit. Vous n'avez pas droit. Donc le prix de l'électricité quadruple, il n'y a pas de bouclier. En France, on autorise, l'État a limité à plus 15%, c'est ça. Hein, plus 4 en 2022, oui, plus 4 en 2023. Et voilà, 15 pour 2023, je pense. Vous savez, à 2023. Monsieur Bourdin, oui. Monsieur Bourdin, on nous fait beaucoup peur aussi, hein. Oui. Tout est une question de peur. On met la pression sur les gens pour le fameux réchauffement climatique, le ci, le là. C'est la peur constante. Il y a beaucoup de ménages qui souffrent en Angleterre. Moi, je suis quand même un privilégié, je dois vous le dire. Oui. Je fais partie du mouvement Don't Pay, qu'on appelle aussi No Pay. Mais il y a que 130 000 adhérents en ce moment. Oui. No pay, c'est-à-dire on ne paie pas les factures. Non, on ne paye pas les factures. Mais moi, j'ai pris un avocat quand même. Parce que sinon, le mouvement n'est pas assez fort en ce moment. Pour arriver à mettre la pression, il faudrait 1 million d'adhérents, il n'y en a que 130 000. Merci Dominique. C'est un mouvement qui existe en Grande-Bretagne, qui n'est pas né en France encore. Enfin, un mouvement de résistance, de contestation civique. Moi, je suis inquiet de ce mouvement-là parce qu'en fait, je vois pas ce qui va résoudre le problème de la Grande-Bretagne comme de l'Allemagne, c'est d'avoir fait le choix du gaz. Le gaz, aujourd'hui, on est pris en taux avec la guerre en Ukraine et l'utilisation par Vladimir Poutine de cette arme finalement politique, géopolitique du gaz. Et donc, les factures explosent. Le fait de ne pas payer les fournisseurs, je vois pas ce que ça va arranger. Ça risque de mettre ces gens-là dans une situation de coupure d'approvisionnement énergétique. Je sais pas quand, mais c'est en plein hiver, c'est embêtant. Donc c'est pas en ne payant pas sa facture à un fournisseur qui est pas du tout responsable de ce choix stratégique passé qu'on va trouver une solution. Donc voilà, je vois pas tellement à quoi ça sert. Maintenant, je comprends le mécontentement de tous ces gens-là. Je pense que les Français doivent vraiment être satisfaits des choix politiques passés, d'avoir développé ce parc nucléaire qui nous protège. Alors pas à 100%, c'est vrai, mais quand même significativement, très significativement par rapport à nos voisins européens. Et j'espère que tout ça va se résoudre rapidement, mais pour ceux qui sont dans cette situation, ça va être compliqué. Bien, on va prendre Emmanuel très vite, qui est à Bordeaux. Emmanuel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour monsieur. Bonjour. Emmanuel, alors vous avez acheté 1 tonne de granulés de bois au mois de mai. Oui, tout à fait. En fait, par rapport à ce qui s'est passé depuis le 24 février, j'écoute beaucoup Sud Radio notamment, CNews, etc. Oui. Et j'ai voulu changer mon mode de chauffage parce que j'ai un chauffage au sol qui fonctionne très bien et qui me coûte très cher en période hivernale, ce qui est logique. Et du coup, j'ai fait intervenir plusieurs entreprises pour trouver le meilleur moyen de chauffage qui existait. Je me suis rabattue sur le poêle à granulés, pour tout un tas de raisons professionnelles et personnelles. Et j'ai décidé d'appeler une centrale et la dame m'a dit, écoutez, en l'espace de 15 jours, la tonne a pris 100 €. Je lui ai dit, ok, je viens cet après-midi.
Donc l'après-midi, je suis allée, oui, moi je suis un petit peu action-réaction. Oui. L'après-midi, j'ai pris ma petite voiture, je suis allée me chercher ma tonne de granulés, ça fait à peu près 77 sacs de 15 kilos, que j'ai payé 470 €. Oui. Et je me suis dit, je les ai. Bon, moi, je n'ai pas spéculé avec, ils sont pour moi. Je les ai entreposés dans la maison. Et après, tranquillement, j'ai fait intervenir différents professionnels pour trouver celui qui pourrait me vendre mon poêle à granulés que j'ai à la maison depuis 15 jours. Et vous vous chauffez avec un poêle à bois et vous avez bien fait, non, Emmanuel. À granulés, Jean-Jacques. À granulés, oui, à bois, granulés. Oui. Granulés de bois. C'est différent, hein. Ouais, c'est différent, tout à fait. Oui. Granulés de bois. Et en même temps, ça consomme moins d'électricité parce que c'est une petite bougie qui permet de lancer le processus. Et parallèlement à ça, moi, je veux pas être celle qui me plaint tout le temps. J'aime bien anticiper les choses. On est un pays de pleurnichards et voilà, ça m'agace un peu. Et du coup, j'ai également acheté un groupe électrogène. J'ai fait rentrer de l'essence. J'ai fait installer par mon électricien mon groupe électrogène. Comme ça, s'il y a des coupures d'électricité, je mets mon groupe électrogène. J'aurai toujours du chauffage et bravo, Emmanuel. Bravo. Je suis assez d'accord avec la France qui pleurniche en permanence. Emmanuel, il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités et prendre les devants. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Ça, c'est vous avez vu? Non, je trouve que cette femme est très prudente et ça c'est étonnant parce que les gens qui achètent des sacs de granulés avant les chaudières ou les poêles à manger, c'est quand même assez rare. C'est un sujet que je connais un petit peu parce que j'ai lancé moi-même une société qui vend des chaudières à granulés bois qui s'appelle Homios, H-O-M-Y-O-S. Ça marche très fort d'ailleurs en ce moment. Homios.fr, ça marche très très fort. Et effectivement, malheureusement, les granulés ont vécu des soubresauts en termes de prix, parce que le granulé, comme toutes les autres énergies, a beaucoup monté. Mais là, ça se retasse un petit peu. Donc, il faut pas hésiter. C'est vraiment économiquement et écologiquement un très bon moyen de se chauffer. Bien, merci Fabien Chaunet. Nous reviendrons sur ces problèmes d'énergie, évidemment. Je vous appellerai à nouveau parce que vous êtes très précis et c'est très intéressant d'apprendre et de savoir. 10h59.